En 2003, un homme qui avait gagné plus de 300 millions de dollars au cours de sa carrière s'est retrouvé en faillite, avec plus de 30 millions de dollars de dettes. Un champion du monde, une icône de réussite, quelqu'un que tout le monde pensait intouchable. Et pourtant, tout avait disparu. Ce genre d'histoire pose une question dérangeante, presque inconfortable. Comment peut-on accumuler autant d'argent et malgré tout finir ruiné? Et si cela peut arriver à quelqu'un qui a gagné des centaines de millions, qu'est-ce que cela dit de notre propre rapport à l'argent? Car qu'on le veuille ou non, une grande partie de nos choix, de nos peurs et de nos motivations tournent autour de l'argent. On travaille pour lui, on se stresse à cause de lui, on rêve parfois de ce qu'il pourrait nous permettre. Pourtant, dans le monde moderne, les niveaux de dette atteignent des records historiques. Des millions de personnes vivent d'un salaire à l'autre, constamment sur le fil. La réalité, c'est que ce problème n'est pas seulement lié au fait de gagner trop peu, mais souvent au fait de ne jamais avoir appris à gérer ce que l'on gagne. Prends un instant pour penser à ta propre vie. Quand l'argent entre dans ton compte bancaire, que se passe-t-il ensuite? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il te sécurise? Ou est-ce qu'il disparaît presque aussitôt? T'est-il déjà arrivé de te sentir vulnérable financièrement? Au point d'être tenté par une promesse trop belle pour être vraie? Par un système miracle? Ou par quelqu'un qui te promettait la liberté financière en échange d'un achat? Souvent, ce n'est pas l'argent lui-même qui nous met en difficulté, mais la relation que nous entretenons avec lui. On définit généralement l'argent comme un simple moyen d'échange, un outil qui facilite l'achat et la vente de biens et de services. Mais cette définition reste superficielle. Une manière plus juste de voir les choses est de considérer l'argent comme une expression de valeur. Quand tu donnes de l'argent pour quelque chose, c'est parce que tu estimes que ce que tu reçois a une valeur équivalente à la somme que tu donnes. Le prix n'est pas toujours décidé par toi, mais par le marché, par la société dans son ensemble. Pourtant, l'équation reste la même. Argent égale valeur percée. Comprendre cela change beaucoup de choses, car on a tendance à donner à l'argent une dimension morale. On entend souvent dire que l'argent est la racine de tous les maux. On regarde quelqu'un de riche en se demandant qui il a écrase ou trompe pour en arriver là, plutôt que de se demander quelle valeur a été créée pour générer cette richesse. L'argent, en réalité, n'est ni bon ni mauvais. Il ne fait qu'élargir tes options. Ce sont tes choix, tes valeurs et ta morale qui déterminent ce que tu feras avec. Mais savoir que l'argent représente de la valeur ne suffit pas à transformer la vie de quelqu'un qui vit d'un salaire à l'autre ou qui est écrasé par les dettes. Pour avancer, il faut se poser une autre question. Quelle est ta relation avec l'argent? L'argent entre dans ta vie et il en sort. Cette relation peut se résumer de manière très simple, ce que tu produis contre ce que tu consommes. La plupart du temps, l'argent entre parce que tu produis de la valeur, souvent sous forme de travail. Et il sort lorsque tu consommes un abonnement, une voiture, un logement, des loisirs. On peut même voir le patrimoine d'une personne comme le reflet de l'équilibre entre production et consommation. Alors, repense à tout l'argent qui est entré dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Quelle part de cet argent possèdes-tu encore réellement, sous forme d'épargne ou d'actifs? Et surtout, quelle partie de cette relation te semble déséquilibrée? Pour beaucoup de gens, le problème principal ne vient pas du fait de ne pas gagner assez, mais du fait de trop consommer. Il existe des personnes qui gagnent très bien leur vie, parfois bien au-dessus de la moyenne, et qui pourtant vivent elles aussi d'un salaire à l'autre. Quand on gagne largement de quoi vivre confortablement, et qu'on n'arrive malgré tout pas à mettre de cote, cela montre clairement que le problème se situe du code de la consommation. L'histoire est pleine de célébrités et de sportifs qui ont gagné des fortunes, mais qui ont fini ruines. Leur capacité à produire de l'argent n'était pas le problème. Leur rapport à la consommation, si. On parle souvent du rat race, comme d'une simple vie de 9 à 5, comme si le fait d'avoir un travail était en soi une prison. Cette vision est trompeuse. Le véritable rat race, c'est de vivre constamment sur le fil, d'être à un seul imprévu de la catastrophe financière. Quand chaque euro gagne est déjà dépense avant même d'arriver sur ton compte, ton travail ne devient plus un choix, mais une obligation.
La perte d'un emploi, un problème de santé ou une dépense inattendue peuvent alors tout faire basculer. Vivre dans cet état permanent de tension a aussi des conséquences mentales. Tu n'as plus de marge de manœuvre, plus de liberté. Tu cours après le prochain salaire, après le prochain achat, sans jamais prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Les choses que tu possèdes finissent par te posséder et tes objectifs de long terme passent au second plan. La première étape pour sortir de cette situation n'a rien de glamour. Elle demande de la lucidité et du courage. Il s'agit simplement de regarder la réalité en face. Noter ses dépenses, comprendre où part l'argent, catégorie par catégorie. Logement, transport, nourriture, abonnement, loisirs. Beaucoup de gens évitent cette étape parce qu'elle est inconfortable. En finance comportementale, on appelle cela l'effet autruche. La tendance à éviter les informations négatives en espérant qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que tu reprends le contrôle. Mettre en place un budget n'est pas une punition ni une restriction de liberté. C'est une manière consciente de décider comment tu veux utiliser ton argent. C'est aussi la clé pour vivre en dessous de tes moyens, c'est-à-dire avec suffisamment de marge pour épargner, investir et faire face aux imprévus. Avant même de penser à investir, il est d'ailleurs essentiel de constituer une réserve de sécurité, un fonds d'urgence capable de couvrir plusieurs mois de dépenses. Si nous consommons souvent plus que nécessaire, ce n'est pas uniquement par manque de discipline. Notre cerveau est biaisé. Nous avons tendance à privilégier les plaisirs immédiats plutôt que les bénéfices à long terme. Nous sommes aussi fortement influencés par les autres. Quand tout le monde autour de nous achète, dépense et affiche un certain style de vie, il devient difficile de faire autrement. Aujourd'hui, cette pression ne vient plus seulement de nos voisins, mais aussi des réseaux sociaux, où l'on compare sa vie à des images soigneusement mises en scène. La question fondamentale n'est donc pas de savoir si tu peux te permettre quelque chose, mais si cette dépense te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu souhaites vraiment. Il y a une grande différence entre paraître riche et être réellement en sécurité financièrement. Le vrai rajas, ce n'est pas de travailler, mais de courir sans fin après des choses qui ne te rendent pas plus libre. Réduire sa consommation est une étape essentielle, mais elle a ses limites. À un moment donné, pour aller plus loin, il faut aussi réfléchir à la production, c'est-à-dire à la manière dont tu crées de la valeur. Augmenter ses revenus n'est pas toujours facile, et ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut ou doit faire de la même manière. L'entrepreneuriat est une option puissante, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Produire de la valeur peut prendre de nombreuses formes. Un travail mieux rémunéré, une compétence particulière, un projet, un contenu, un service utile à d'autres. L'important est de comprendre que plus tu es capable d'apporter de la valeur à grande échelle, plus ton potentiel de revenu augmente. Internet a ouvert des possibilités inédites à ce niveau. Mais il faut aussi accepter que le marché décidera si ce que tu proposes a réellement de la valeur. En résumé, reprendre le contrôle de sa vie financière commence par une prise de conscience. Comprendre que l'argent est une expression de valeur, observer honnêtement sa manière de consommer, puis chercher des moyens d'augmenter sa capacité à produire. L'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil. Mal compris, il peut devenir une source d'angoisse permanente. Bien utilisé, il peut au contraire devenir un levier de liberté, de sécurité et de choix.